Cameroun, la bombe politique que tout le monde redoutait vient d'exploser autour de Maurice Kamto. Mes frères et sœurs, asseyez-vous bien et serrez vos ceintures, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une histoire de telenovela mexicaine, ni une rumeur inventée dans un Nganda de quartier. Non. C'est un vrai drame politique, une affaire où les ombres parlent plus fort que la lumière, et où chaque sourire cache un couteau bien aiguisé. Vous savez, au pays de Paul Biya, quand on dit qu'une nouvelle est tombée, ce n'est pas comme quand la pluie tombe à Yaoundé. Non. Ici, quand une nouvelle tombe, c'est un séisme. Et cette fois-ci, c'est Maurice Kamto qui est au centre de la tempête. Des révélations explosives sortent de son entourage, on parle de deals obscurs, de pression tribale, de mercenaires politiques qui rôdent comme des charognards autour du cadavre d'une démocratie déjà fragile. Et le plus inquiétant, mes chers abonnés de Kame News, c'est que cette affaire n'est pas un simple fait divers politique. Non. C'est une mise à nu du Cameroun profond, ce pays où un militant ne choisit pas son parti selon ses convictions, mais selon le nom de son grand-père et l'odeur de son village. Voilà pourquoi cette nouvelle fait trembler, elle ne dévoile pas seulement des complots contre un homme, mais elle expose la maladie chronique qui ronge notre nation, le tribalisme d'État. Mais avant de plonger ensemble dans ce labyrinthe de mensonges, de manipulations et de secrets, faisons une petite pause technique. Mes chers abonnés, prenez juste une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News et surtout activer la cloche de notification. Parce que, soyons sérieux, ou ailleurs qu'ici vous allez entendre la vérité servie chaude, épicée, sans filtrer avec un bon piment satirique bien camerounais. Alors ne bougez pas, car ce que vous allez découvrir dans ce reportage n'est pas banal, c'est un drame national, une pièce de théâtre où chaque acteur joue sa survie, et où chaque spectateur, vous, moi, nous tous risquons de payer le prix fort. Partie 1, les deals de l'ombre quand la politique devient un marché noir. Mes chers abonnés, avant de commencer, laissez-moi vous poser une petite devinette, quand un vendeur de cola rencontre un politicien au carrefour, qui finit par tromper l'autre? Eh bien, au Cameroun, c'est souvent le politicien qui gagne, parce qu'il a perfectionné l'art du deal obscur. Et c'est justement là où commence notre histoire d'aujourd'hui. Selon les révélations d'une proche collaboratrice de Maurice Kamto, il existerait un réseau de démarcheurs politiques, des commerçants de conscience, qui s'approchent discrètement des opposants pour leur murmurer à l'oreille, « Mon frère, laisse ce parti-là. Viens avec nous. On va te donner un poste, un bon salaire, et tu ne vas plus souffrir. » Bref, on achète les convictions comme on achète le poisson braisé à Mokolo. Et vous savez, mes chers abonnés, ce phénomène n'est pas nouveau. Dans notre jargon camerounais, on appelle ça « l'intégration par l'estomac ». C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les convictions politiques du monde, mais le jour où on t'agite un bon poste devant les yeux, ton ventre devient ton conseiller spécial. C'est là que beaucoup abandonnent le combat, non pas parce qu'ils n'aiment plus leur peuple, mais parce que leur marmite a décidé de voter pour eux. Mais dans cette histoire, ce qui est encore plus dangereux, ce n'est pas seulement la trahison individuelle. Non. C'est le plan global derrière tout ça. Ces fameux démarcheurs ne cherchent pas seulement à affaiblir les partis d'opposition, ils veulent surtout réduire toute lutte pour le changement à une affaire de tribu. Et c'est pourquoi ils ciblent particulièrement les Camerounais non bamileke qui osent soutenir Kamto. Pour eux, ce sont des proies faciles à manipuler, et mon frère, tu es Betty, pourquoi tu vas suivre un bamileke? Tu veux trahir ton village? Voilà le genre de phrase qu'on chuchote pour créer des fissures. Et pendant ce temps, le régime observe, applaudit et distribue des certificats des « infiltrés » à ceux qui osent tenir bon. Parce que, ne vous trompez pas, ces deals n'ont pas seulement pour but d'acheter des consciences, mais aussi de semer la méfiance entre ceux qui restent. Dès que quelqu'un quitte le navire, on commence à regarder les autres de travers. Et toi, tu es sûr que tu n'as pas aussi déjà négocié en cachette? Résultat, suspicion généralisée. Maintenant, laissez-moi ajouter une petite touche satirique, parce que le Cameroun est un théâtre où le scénario se répète toujours. Si tu regardes bien, ces démarcheurs politiques fonctionnent comme des tontiniers. Ils passent de maison en maison, de parti en parti, et font des promesses, ton tour viendra, mon frère. Aujourd'hui tu abandonnes l'opposition, demain c'est ta nomination qui sort au journal de 20h. Mais combien de ces promesses finissent vraiment par se réaliser? Souvent, c'est juste de l'illusion. Tu quittes la pauvreté militante pour rejoindre la pauvreté administrative, sauf que cette fois-ci tu as une cravate plus chère. Et mes chers abonnés, ce mécanisme d'achat de conscience est si bien huilé qu'on ne peut pas dire que c'est improvisé. C'est devenu une véritable stratégie politique.
Pendant que nous autres, simples citoyens, nous débattons pour payer le sac de riz et envoyer les enfants à l'école, il existe dans les coulisses un marché parallèle où les valeurs, les idéaux et même les rêves de tout un peuple se négocient comme les mangues au marché Mbopi. Alors, la vraie question est simple, jusqu'à quand allons-nous accepter que notre avenir soit transformé en marché noir politique? Jusqu'à quand allons-nous regarder ces vendeurs d'illusions transformer nos leaders en marionnettes qu'on agite au gré des postes et des enveloppes? Et vous, chers abonnés de Kame News, dites-moi dans les commentaires, si vous étiez un militant approché par ces démarcheurs avec promesse de postes et de gros salaires, que feriez-vous? Vous tiendriez bon par conviction, ou bien votre ventre voterait pour vous? Partie 2, quand la famille devient tribunal politique. Mes frères et sœurs, asseyons-nous bien. Parce que ce que je vais vous raconter ressemble à un film nigérian, mais malheureusement c'est notre vie au quotidien au Cameroun. Vous voyez, chez nous, quand quelqu'un ose s'engager dans le combat politique du changement, il ne fait pas seulement face au régime et à ses mercenaires, non. Il se retrouve aussi au banc des accusés devant sa propre famille. Oui, la même famille qui devrait l'encourager se transforme souvent en petit tribunal ambulant. Imaginez la scène, un jeune Betty, Fan ou Bassa décide de soutenir Maurice Kamto, hop, le lendemain au repas de famille, Tata l'empoisonneuse d'histoire lève déjà sa voix, toi tu veux donc que ton village te chasse. Depuis quand un Betty peut aller suivre Kamto là? Tu es sûr que tu n'es pas infiltré? Et vous voyez l'ironie? Même dans les familles, on a importé ce virus de la politique. C'est devenu comme la malaria, tu n'as même pas encore ouvert ta bouche, quelqu'un te diagnostique déjà tribaliste. Et ce n'est pas tout. Quand ce n'est pas la tante, c'est le grand frère qui se lève comme un pasteur en croisade, mon petit, écoute-moi bien, le pain que tu manges, c'est grâce au RDPC. Tu veux qu'on nous coupe la ration? Voilà comment le régime a réussi à installer un climat de peur jusque dans les foyers. Parce que oui, la famille aussi subit des pressions, on menace de retirer un poste, de bloquer une opportunité, de fermer une porte administrative. Résultat, le parent devient le premier bourreau de son propre enfant engagé. Mais le plus croustillant dans cette histoire, mes chers abonnés de Kame News, c'est que ceux qui osent persister malgré la pression familiale deviennent doublement suspects. Dans le quartier, on dit d'eux qu'ils sont fous. Dans leur famille, on dit qu'ils sont maudits. Et au régime, on dit qu'ils sont traîtres. Donc ils n'ont plus de place nulle part. Pourtant, ce sont eux qui, par conviction, tiennent bon. Ils refusent les promesses, les deals, les postes alléchants qu'on leur tend comme un morceau de poisson fumé au marché d'Etoudi. Maintenant, laissez-moi vous poser une petite question satirique, comment un pays peut avancer si même pour donner son opinion, il faut d'abord consulter l'arbre généalogique de sa tribu? Si c'est ça la politique, alors on doit écrire un nouveau dictionnaire camerounais. Exemple, démocratie, chez nous veut dire, chacun pour sa tribu. Liberté d'expression, veut dire, parle, mais si ton nom ne correspond pas, ferme la bouche. Voilà où nous en sommes arrivés. Et dans tout ça, le régime se frotte les mains. Parce qu'en divisant les Camerounais jusque dans les familles, il réussit à détourner le vrai débat. On ne parle plus des routes, de la santé, de l'école des enfants. Non. On parle de qui est Bamileke, qui est Betty, qui est Bassa. Et pendant que nous, on se déchire autour de ces petites querelles, les mêmes qui nous manipulent mangent bien, dorment bien, voyagent en jet privé et nous regardent comme on regarde une telenovela mexicaine. Alors, chers abonnés, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu ces débats familiaux où on vous accuse d'être hors tribu, parce que vous soutenez quelqu'un? Ou bien est-ce seulement dans certaines familles camerounaises que ça se passe ainsi? Partie 3, le tribalisme d'État, concept, risque et limites. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien et accrochez vos ceintures. Parce que ce qu'on appelle ici tribalisme d'État, ce n'est pas un petit mot qu'on lance comme ça dans un carrefour de quartier. Non. C'est une accusation lourde, comme un sac de manioc mouillé. Et quand ça tombe sur la tête du Camerounais, ça fait mal, très mal. Alors, qu'est-ce que ce fameux tribalisme d'État? Ce n'est pas que chaque Camerounais est devenu tribaliste, non. C'est l'idée que le système lui-même encourage, organise ou profite des divisions ethniques pour rester en place. En gros, c'est comme si le pouvoir prenait le feu du tribalisme et soufflait dessus chaque jour pour qu'il ne s'éteigne jamais. Mais attention hein. Comme on dit au quartier, le voleur n'avoue jamais, même quand la torche est dans sa main. Donc, ce concept, on doit l'analyser avec prudence, sans se laisser emporter par la colère. Quand la carte d'identité devient CV politique.
Au Cameroun, beaucoup pensent que la carte nationale d'identité est devenue plus importante que le diplôme. Pas pour trouver un emploi, mais pour t'évaluer politiquement. Tu arrives dans un débat, on ne te demande pas ce que tu as étudié, ni ce que tu proposes. On te demande, ton nom c'est quoi? Si ton nom finit par « et » ou « u », on dit directement, voilà encore un Bamileke pro-Kanto. Si ton nom commence par « Ngo », Mvondo, on dit, voilà un Betty RDPC pur jus. Et si ton nom est Moussa ou Aboubakar, on dit, toi tu es du Grand Nord, donc tu dois soutenir X. Voyez-vous le piège? On ne discute plus sur les idées, mais sur les origines. C'est comme si, pour choisir un médecin, tu ne regardais pas ses compétences, mais son village natal. Tu es malade, au lieu de demander un docteur compétent, tu demandes, vous êtes de quelle tribu d'abord? Et après on s'étonne que le patient meure sur la table d'opération. 2. Les pressions invisibles mais bien réelles. Les témoignages disent qu'il existe des pressions ciblées sur des Camerounais non bamilekés qui osent soutenir le changement. C'est comme si le système voulait leur dire, toi tu n'as pas le droit de critiquer, ferme la bouche, c'est une affaire qui ne te regarde pas. Mais pourquoi cette pression? Parce que si les citoyens de toutes les régions soutiennent un même projet politique, alors finit le mythe du candidat tribal. Et ça, le pouvoir n'aime pas du tout. Du coup, on met la pression comme dans une marmite de NQI, on ferme bien le couvercle et on augmente le feu, pour que ça éclate. Ces pressions, elles ne sont pas toujours publiques. Ça peut être des menaces, des promesses de poste, ou même la famille qui vient te dire, frère, reste tranquille, hein, tu veux nous attirer les problèmes. Et voilà comment on étouffe les voix discordantes. 3. Le piège de la spirale du soupçon. Ce qu'on appelle tribalisme d'État, c'est surtout ça, une machine qui transforme chaque débat en suspicion ethnique. Tu critiques le pouvoir? On dit que c'est parce que tu es Bamileke. Tu défends le pouvoir? On dit que c'est parce que tu es Betty. Tu restes neutre? On dit que tu caches ton jeu, donc tu es un infiltré. Bref, tu fais quoi? On te colle toujours une étiquette. C'est comme un marché où tu viens acheter une tomate, et on te dit, ah, toi tu es du village de tel, donc tu dois prendre aussi les oignons même si tu n'en veux pas. Résultat, plus personne n'a confiance en personne. On ne juge plus un Camerounais par ses actes, mais par son nom de famille. Et quand la société entre dans cette spirale, c'est fini, les vrais voleurs de budget passent tranquilles, pendant que nous, on s'entretue pour des histoires d'origine. 4. Le grand gagnant, le pouvoir qui divise pour régner. Soyons clairs, dans ce jeu, le grand gagnant, c'est toujours le système en place. Parce que pendant que les Camerounais passent leur temps à se chamailler sur Facebook pour savoir si tel est tribaliste ou non, personne ne demande où sont passés les milliards du FMI. C'est là qu'on parle de tribalisme instrumentalisé. On utilise la carte de l'ethnie pour détourner l'attention. Pendant que tu cries, les Bamileke veulent tout prendre, ou les Betty sont au pouvoir depuis trop longtemps, celui qui gère le budget du pays est déjà parti en vacances à Genève. Franchement, c'est comme un match arrangé, pendant que tu insultes l'arbitre et l'équipe adverse, le vrai problème c'est que ton coach a déjà vendu le match. 5. Limite et prudence, accusation grave égale preuve solide. Maintenant, attention, on doit être responsable dans nos mots. Quand on parle de tribalisme d'État, ce n'est pas une expression qu'on jette comme une injure au carrefour. C'est une accusation très grave. Ça veut dire qu'on accuse tout un système politique de vivre grâce à la division ethnique. Et ça demande des preuves solides, documents, témoignages, faits recoupés. Parce que voyez-vous, dans ce pays, on aime trop parler sans preuve. Tu demandes, qui t'a dit ça? On te répond, tout le monde sait. Mais qui est tout le monde? Même les fantômes savent? C'est pourquoi, à Kamenius, on insiste toujours, si tu accuses, tu dois montrer les faits. Sinon, ton discours devient lui-même une arme de tribalisation. 6. Mais même sans preuves officielles, le mal est là. Cependant, même si on ne peut pas prouver un grand complot d'État organisé autour du tribalisme, on ne peut pas nier une réalité, les stéréotypes sont déjà assez puissants pour tuer le débat démocratique. Parce que quand un Camerounais ne peut plus parler librement sans qu'on l'accuse d'être tribaliste, ça veut dire que la démocratie est déjà malade. Quand un militant est obligé de se cacher parce que son patronyme le trahit, ça veut dire que l'espace politique est déjà intoxiqué. Et le pire, c'est que ça arrange toujours ceux qui tiennent le pouvoir. Car tant que nous sommes occupés à nous diviser, eux, ils continuent de gérer nos richesses sans rendre de compte. C'est la satire comme résumé.
Pour résumer en langage camerounais simple. Le tribalisme d'État, c'est comme un match de Rigobert Song où on met un joueur à chaque poste seulement parce qu'il est du même village que l'entraîneur. Résultat, au lieu de marquer des buts, chacun passe son temps à surveiller l'autre. Pendant ce temps, l'adversaire, la pauvreté, le chômage, les hôpitaux gâtés, marquent 3, 4, 5 buts sans opposition. En clair, quand on transforme la carte d'identité en programme politique, on finit par gouverner des cases vides et des cerveaux divisés. Partie 4. Comment on casse la machine, technique d'hygiène démocratique. Mes chers compatriotes, asseyez-vous bien et ajustez vos oreilles. Parce que ce qu'on va partager ici, c'est comme une ordonnance politique donnée par un docteur satirique camerounais. On va prescrire des remèdes pour soigner le grand palu qu'on appelle tribalisme politique. Parce que franchement, si le tribalisme avait une carte d'identité, on l'aurait déjà enfermé à Condangui avec ses complices. Mais comme ça circule en esprit, il faut vacciner tout le monde avec des réflexes citoyens. Alors, comment on casse cette machine infernale? Je vais vous donner les techniques, mais façon camerounaise même, avec les exemples que vous connaissez. 1. Les idées avant les identités. La politique n'est pas une réunion de tontines. D'abord, arrêtons de croire que la politique, c'est comme une tontine du quartier où chacun se regroupe par son village. Quand quelqu'un parle, au lieu de demander « il est de quelle tribu ?», demandons plutôt « il propose quoi pour nos routes gâtées ?» Parce qu'on n'a jamais vu une tribu qui fabrique du goudron magique. Imaginez un peu, un politicien propose de baisser les prix du carburant. Tout de suite, un Camerounais lève la main « excuse-moi, mais toi tu es de quelle ethnie d'abord ? Est-ce que l'essence va descendre en fonction de ton nom de famille ? Voilà comment le tribalisme nous rend bêtes. Donc, nouvelle règle, avant de juger un politicien par son patronyme, juge-le par son programme. S'il dit qu'il va construire des hôpitaux, demandons, avec quel budget ? Combien de lits ? Où sont les ingénieurs ? Parce que votre nom de famille ne soigne pas la malaria. 2. Le fact-checking maison, parce que WhatsApp n'est pas la Bible. Deuxième remède, apprenez à vérifier les informations. Parce qu'au Cameroun, WhatsApp est devenu l'ambassadeur officiel du tribalisme. Tu te réveilles un matin, et BIM. Un audio de 12 minutes envoyé par ton cousin du village, les Bamileke ont juré d'eux. Les Betty préparent une. Quand tu demandes d'où ça sort, on te dit seulement, on dit que. Mais qui dit ? Personne ne sait. Franchement, si, on dit, était une personne, il aurait déjà eu le poste de ministre de la désinformation. Camerounais, faisons comme pour le poisson au marché, avant d'acheter, on regarde les yeux, on sent l'odeur. Une information qui n'a pas de source claire, pas de preuve, c'est du poisson déjà pourri. Et pourtant, vous partagez ça dans 50 groupes WhatsApp, comme si c'était le verset du jour. Donc désormais, discipline, avant de partager, on vérifie. Parce que tribalisme, c'est comme le feu de brousse, ça part toujours d'une petite étincelle de rumeurs mal vérifiées. 3. La coalition du quotidien, l'union ne tue pas, c'est la division qui tue. Troisième pilule, apprenez à former des alliances. Oui, Camerounais, sachez qu'on ne gagne jamais seul en politique. Même au marché, si tu veux vendre toutes tes tomates, il faut être ami avec la vendeuse de piment et celle qui vend les oignons. Parce que tomate sans piment, ce n'est pas la sauce. Le problème de notre pays, c'est qu'on croit qu'on peut gagner une élection avec seulement les gens de sa famille. Non, non et non. Même dans un match de football, tu ne choisis pas seulement tes frères pour jouer, sinon tu te prends 5 buts en 10 minutes. La coalition, c'est accepter de jouer avec des gens qui parlent une autre langue, qui mangent un autre plat, mais qui ont la même ambition que toi, gagner le match contre la pauvreté et la dictature. Donc, que tu sois du nord, de l'ouest, du centre ou du sud, rappelle-toi ceci, l'électricité qui brille dans ta maison n'a pas d'ethnie. Elle n'a que 2 couleurs, phase et neutre. 4. La charte anti-stéréotype, coupez le micro aux tribalistes. Maintenant, passons au 4e médicament, la charte anti-stéréotype. On doit instaurer une règle simple, quand un leader tribalise, on coupe son micro. Fin du débat. Parce que vous voyez, certains politiciens aiment trop les raccourcis, au lieu de parler des vrais problèmes chômage, école délabrée, route coupée, ils viennent sur le plateau dire, vous savez que tel groupe ethnique est contre vous. Eh bien, il faut les traiter comme un DJ qui a mis une mauvaise chanson, on coupe le son tout de suite. Imaginez seulement, un débat présidentiel, un candidat commence à dire, moi je représente les vrais fils de BIM. L'animateur coupe le micro, et on passe au suivant.
Croyez-moi, au bout de 2 débats, plus personne n'osera tribaliser. Parce que franchement, on doit se le dire, un tribaliste au micro, c'est comme un moustique dans la chambre, ça empêche tout le monde de dormir. 5. Protéger les ponts, arrêtons de tuer les braves. 5e solution, protégeons ceux qui font le pont entre les communautés. Parce que ce sont eux les vrais héros. Mais hélas, ce sont eux qu'on insulte le plus. Un Frank Betty qui soutient le changement? On l'appelle « traître ». Un Bamileke qui ose dire qu'il est d'accord avec une idée du pouvoir? On le traite de « vendu ». Résultat, les gens qui devraient construire des ponts entre nous se retrouvent crucifiés comme des criminels. Mais, soyons sérieux, si tu as un voisin de tribu différente et qu'il t'aide à réparer ton toit qui fuit, tu vas dire quoi? Que tu refuses son aide parce qu'il n'est pas de ton village? Voilà exactement la bêtise du tribalisme. Ces gens qui osent dépasser les frontières communautaires, il faut les célébrer. Il faut leur donner le micro, pas l'insulte. Parce que sans pont, il n'y a pas de route. Et sans route, on reste tous coincés dans la boue du tribalisme. 6. L'éducation civique express, vacciner dès la base. Enfin, 6e pilule, l'éducation civique. Parce que, mes frères, soyons honnêtes, parfois, on a l'impression que le Camerounais moyen croit plus aux rumeurs tribales qu'aux articles de la Constitution. Il faut donc un programme de vaccination civique. Dans les écoles, les médias, les églises, les mosquées, les tontines, partout. On doit apprendre aux Camerounais que la politique, ce n'est pas seulement « qui est ton frère de tribu », mais « qui gère bien les fonds publics ». On doit répéter ça comme une chanson Makossa jusqu'à ce que ça rentre dans nos têtes. Parce qu'un citoyen qui sait lire un budget national est un citoyen qui ne se laisse pas manipuler par un tribaliste. En résumé, chers téléspectateurs, casser la machine du tribalisme, c'est comme éteindre un feu de cuisine. Tu dois couper le gaz, les rumeurs, enlever l'huile, les stéréotypes, et verser de l'eau, les vraies idées. Si tu continues à souffler dessus en criant « c'est la faute des Bamileke, c'est la faute des Betty », tu vas juste alimenter les flammes. Parce que, soyons clairs, le Cameroun ne se construit pas avec des noms de famille, mais avec des hôpitaux, des routes et des écoles. Voilà le vrai langage de la nation. Conclusion, on éteint le feu, pas le voisin. Au final, que disent ces témoignages et dénonciations? Qu'il y a une bataille pour formater le débat public, d'un côté, les deals qui éteignent des voix, de l'autre, la tribalisation qui divise les citoyens. Notre ligne à Kamenews est simple, les idées gouvernent mieux que les étiquettes. On vous pose la question, famille, avez-vous déjà ressenti des pressions à cause de votre origine dans un débat politique? Et selon vous, quelles règles simples devrait-on imposer sur les plateaux, dans les partis et sur nos groupes WhatsApp pour couper court aux stéréotypes?